Il faut soit avoir une très grande fortune, soit être très bien conseillé, et souvent les deux. Et bien entendu que si on a un client qui nous dit « moi j'ai fait all-in sur Diversified », on va être très mal à l'aise pour lui. Ce qui est assez passionnant quand tu mets un doigt un peu dans cet univers-là, c'est que c'est un peu sans fin. Nous, l'objectif, c'est de choisir à l'intérieur de ce portefeuille-là d'actifs, l'actif qui va surperformer. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans les actifs alternatifs ou exotiques. Tu explores à chaque fois un nouvel univers avec ses propres règles du jeu. Plus tu vas diversifier, plus tu vas améliorer, pour faire très simple, ta balance bénéfice-risque. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent sur les cryptos et qui ensuite ont voulu transférer la valeur qu'ils avaient créée sur les cryptos sur des éléments tangibles et sur des actifs type horlogerie. Les bouteilles sont numérotées et ça va être tracé. Et en fait, la Romanée Conti souvent va regarder du coup qui commercialise sur le marché secondaire ces bouteilles et parfois va couper carrément les allocations. L'idée, c'est d'être entre 700 000 et 1 million sur cette fin d'année. Investir dans les montres de luxe, des bouteilles de vin millésimées, des voitures de collection, ça peut faire rêver. Ces placements, c'est ce qu'on appelle des investissements exotiques ou alternatifs, en opposition aux investissements traditionnels comme l'immobilier ou la bourse. Diversifier son patrimoine, c'est une des bases fondamentales en investissement. C'est le fameux dicton, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et c'est surtout vrai en investissement. Là où beaucoup de Français sont familiers avec les actions ou l'immobilier, peu connaissent les investissements alternatifs. Alors attention, ça doit représenter une part minoritaire de votre patrimoine. L'intérêt de ces investissements, comme le vin ou les montres de luxe, c'est qu'en plus de diversifier votre patrimoine, ils proposent des rendements potentiellement très intéressants. On parle de 10, 15 à 20% de rendement annualisé pour les produits les plus demandés. Nous, si on pensait que l'actif prendrait moins que 10% de prise de valeur annuelle, on n'irait pas parce qu'en réalité, le jeu n'en veut pas la chandelle. Le souci, c'est qu'investir dans une montre de luxe ou du vin millésimé, ça peut être très compliqué. Ça peut coûter très cher, on parle de dizaines voire de centaines de milliers d'euros. Choisir le bon produit demande une expertise très pointue. Et enfin, le stockage peut être un véritable cauchemar. C'est ici que la plateforme Diversified, cofondée par Vincent Bourdelle, notre invité du jour, prend tout son sens. Parce qu'elle permet d'investir dans ses actifs via de la tokenisation, bien le fractionnement numérique de ses actifs. Pas de panique, on va décrypter tout ça aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, on a donc parlé des investissements exotiques, ce que c'est, quels sont les rendements qu'on peut en attendre, quels sont les risques associés, quels sont les profils auxquels ce type de produit s'adresse, et surtout comment les intégrer dans votre stratégie d'investissement. On a vu quelles sont les différentes options, les différentes méthodes pour investir dans les placements exotiques, et enfin on a parlé de la tokenisation de l'investissement, quels sont les avantages, les risques et les bénéfices associés. Si vous réfléchissez à investir dans d'autres choses que les actions ou l'immobilier, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute. Mais justement, on va parler de tokenisation aujourd'hui, Cool. Vincent. Super. On va parler de produits exotiques. On va partir un petit peu dans les îles, peut-être. Tu nous y emmèneras dans Avec l'épisode. Et avec toi, du coup, on va parler de Diversified, qui est ta société que tu as cofondée. Qui a pour objectif de permettre d'investir dans les produits exotiques de façon tokenisée. Donc, c'est un petit peu de ces sujets-là dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. On a très peu mentionné les produits exotiques dans le Grand Bain, parce que justement, historiquement, c'est plutôt l'approche bon père de famille, l'épargne de précaution, la bourse, l'immobilier. Mais là, c'est bientôt le 30e épisode du Bravo, podcast. félicitations. Merci. Et je pense que c'est intéressant de commencer à s'intéresser à des classes d'actifs alternatives qui n'en sont pas moins intéressantes, au contraire, mais qu'il faut approcher, je pense, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de précaution. Donc c'est pour ça que je préférais en parler avec un expert du sujet, et c'est avec toi qu'on en parle aujourd'hui, Vincent. Est-ce que, justement, pour les invités qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais. Merci déjà pour cette invitation. Moi, je m'appelle Vincent Bourdelle, donc je suis CEO et cofondateur de Diversified. J'ai plutôt un background historiquement à la fois juriste et école de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé dans des grands groupes, en cabinet de conseil, dans une filiale d'M6 Web également, et dans une société qui fait du BPO, donc qui s'occupe de l'outsourcing des centres d'appel, notamment pour un grand groupe pétrolier. Donc voilà, j'ai fait des différents métiers et avec un fil rouge qui était toujours d'avoir un aspect un peu entrepreneurial dans ce que je faisais. J'ai monté une boîte quand je suis sorti de mon école lyonnaise. Le M Lyon qu'on apprécie et qu'on salue. Ouais, on en parlait en effet au début de l'épisode, mais super école, très bon souvenir. Et donc j'ai monté cette première boîte aux sorties d'école. Et là, je suis ravi, depuis maintenant 1 an, de me remettre à mes premiers amours entrepreneuriaux avec ce projet Diversified dont on va parler aujourd'hui. Excellent. T'avais quel cabinet de conseil ? J'ai travaillé chez Edmine Partners, donc c'est un cabinet de conseil en organisation à Paris.
Ok, d'accord. Et donc, tu as fait combien d'années avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que tu me dis que tu avais toujours un petit peu cette fibre en Ouais. toi. Et ben, ma première expérience entrepreneuriale, c'était juste après le M Lyon, qui Mhm. s'appelait Speed Étudiant. C'était une société qui mettait en relation des étudiants en dernière année d'école et des particuliers pour des prestations chez eux, à domicile, beaucoup moins chères que les prix du marché, du coup. Tes prestations comme quoi? Tu avais de la plomberie, des cours de maths, il y avait un certain nombre il y avait, je crois, 5 ou 6 catégories. Et l'idée, c'était que ça donne à l'étudiant une vraie expertise dans son domaine d'activité et qu'en même temps, ça lui assure un revenu. Et pour le particulier, du coup, qui faisait appel à ces services, tu avais un service de qualité, théoriquement, avec évidemment un prix super intéressant. Et vous prenez une com sur la facturation. Exact. Ok. Ouais. Ah, je pense que voilà, quand tu as eu un jour la fibre entrepreneuriale en toi, elle te quitte jamais vraiment. Tu peux faire des petits détours C'est peut-être ça. pour gagner en expérience, en compétences, développer ton réseau. Mm. Mais je pense que c'est l'appel de l'entrepreneuriat, il ne cesse jamais. Et du coup, aujourd'hui, donc tu as cofondé Diversified. Oui. En quelques mots, Diversified, c'est quoi? Diversified, c'est une solution qui permet au plus grand nombre d'investir sur des actifs à haut rendement, donc des biens exclusifs ou exotiques, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc l'idée, si tu veux, c'est de rendre ça accessible à tous, parce qu'historiquement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais historiquement, c'est quelque chose qui est assez compliqué d'accès. Il faut soit avoir une très grande fortune, soit être très bien conseillé, et souvent les deux. Et donc nous, l'idée, ça a été de démocratiser complètement ce type d'investissement avec, je t'en parlais tout à l'heure, mais un système assez innovant basé sur des experts. Donc en fait, le premier sujet de l'expertise, on va le craquer en s'adossant à des experts sectoriels. Et le sujet, tu vois, de la profondeur patrimoniale, on va le craquer avec des tickets d'entrée qui sont très bas. Donc Ok. la promesse, c'est vraiment de permettre à tout le monde de se diversifier sur ce type de produit. Et j'aimais bien l'introduction que tu avais faite où tu disais, il faut faire attention, il y a le bon père de famille et il y a l'investissement diversifié. En fait, le bon père de famille, nous, on considère que c'est quelqu'un qui va mettre assez peu de son patrimoine chez nous. Tu vois, 5% dans ta pyramide de Maslow de l'investissement, on est vraiment sur la pointe de tungstène de ton patrimoine. Et bien entendu que si on a un client qui nous dit « moi j'ai fait all-in sur Diversified », on va être très mal à l'aise pour lui. Mhm. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler en début d'épisode. Ouais. 5% de ton patrimoine chez nous, c'est déjà énorme. Très clairement, très clairement. Là, c'est dans le nom de votre société, hein, Diversified, Oui. diversification. Mais le principe de la diversification, c'est qu'on a déjà un patrimoine relativement constitué avec les éléments fondamentaux, avec l'épargne, avec éventuellement la résidence principale, avec l'investissement en bourse, l'immobilier, les actifs qui ont beaucoup de track record. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir derrière développer, s'intéresser à des actifs plus exotiques, plus difficile d'accès pour des raisons dont on va parler plus tard. Mais c'est important et moi je l'observe tous les jours dans mon activité de gestionnaire de patrimoine. Hein. Mm. Je le vois bien avec des clients qui viennent et qui me disent bah moi j'ai 90% de mon patrimoine qui est dans des cryptos ou qui est dans du crowdfunding. Ouais. Oui, c'est des gens qui tu vois juste ne connaissaient pas forcément les fondamentaux et qui derrière se disent bon bah je vais aller vers des actifs qui m'intéressent et c'est vrai que potentiellement la crypto ou bien les montres ou le vin ou Ça fait rêver. ça fait beaucoup plus rêver que l'immobilier que même investir dans les actions dans des ETF ou autres. Mais c'est intéressant et du coup justement j'aimerais bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'investissement exotique. Donc on en a mentionné quelques-uns, l'art, le vin, les montres aussi. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'investissement exotique? Honnêtement, je pense que c'est assez compliqué de faire une liste exhaustive parce que ça change tout le temps. Ce qui est assez passionnant quand tu mets un doigt un peu dans cet univers-là, c'est que c'est un peu sans fin. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que du coup, tu as aussi pas mal de margoulins et qu'il faut faire hyper attention des gens avec qui tu contractualises. Mais tu peux avoir, tu vois, des verticales sur des pierres précieuses, évidemment des métaux précieux. Tu as aussi des sujets autour des forêts où tu peux acheter des arbres en devenir des groupements forestiers. Honnêtement, t'as évidemment l'art, évidemment les voitures de collection. Donc honnêtement, tu as énormément de sujets. Et encore une fois, tu as des rendements qui sont très différents et tu as des tickets qui vont être évidemment aussi très, très hétérogènes. Donc en fait, chaque verticale a véritablement ses avantages et ses inconvénients, des points d'attention à surveiller. Et du coup, c'est pour ça que c'est, je pense, assez rassurant de passer par une solution qui va faire la due diligence de ces marchés-là et de ses partenaires pour proposer quelque chose qui soit carré parce que tu as beaucoup d'arnaques potentielles, de contrefaçons et autres sur ces trucs-là. Ouais, parce que moi, demain, je veux investir dans les montres ou, je sais pas, les vins, des choses un petit peu rares, même l'art.
Oui. Moi, j'ai plein de problématiques qui me viennent en tête. C'est la première. Comment est-ce que je choisis le produit en question? Ouais. Qu'est-ce que j'en sais que cette montre-là, elle va prendre de valeur et pas une autre? Comment est-ce que je sais qu'elle est de bonne qualité, elle est pas c'est pas une contrefaçon? Et puis même une fois que j'ai fait la transaction, je me dirais, mais où est-ce que je la stocke? Ouais. La sécurisation du produit, c'est pas comme quand j'ai des produits, j'ai des ETF sur une plateforme en ligne. C'est là, j'ai un produit concret, je sais pas, j'ai un incendie chez moi, j'ai un cambriolage chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc il y a plein de problématiques par rapport à cette classe d'actifs, mais c'est une classe d'actifs super intéressante pour notamment un point que tu as mentionné, c'est les rendements. Alors j'imagine ça doit être très disparate entre les classes enfin, entre les produits et même à l'intérieur même d'une classe de produits. Tu dois avoir des prix très différents, enfin des rendements très différents. Mais qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi l'objectif en termes de rendement de cette classe d'actifs? C'est parler d'objectifs, c'est toujours assez touchy parce qu'en réalité, comme tu l'as dit, dans chacune de ces classes, tu vas devoir choisir, et c'est un peu nous l'objectif qu'on s'est fixé, le meilleur actif, celui qui va surperformer ton marché. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça existe déjà des ETF, tu vois, d'horlogerie ou de vin, par exemple. Nous, l'objectif, c'est de choisir à l'intérieur de ce portefeuille-là d'actifs, l'actif qui va surperformer. Donc ça, on va le faire au travers d'un certain nombre de process qu'on a mis en place chez Diversified, dont l'un des éléments majeurs est le choix du partenaire. Typiquement, sur les montres, on a un partenaire qui est le numéro 1 de la montre d'occasion en France, qui s'appelle Crésus, Maximilien Urso, que je salue ici. Et c'est eux qui vont nous aider, au travers d'un cahier des charges aussi qu'on a fixé avec eux, et au travers aussi des éléments et des souhaits de notre communauté. On va choisir, du coup, l'actif qu'on pense être le plus performant dans les prochaines années. Maintenant, dire sur quoi, en termes de rendement, on peut s'attendre, c'est toujours un peu compliqué et ça peut être très déceptif. Et t'as notamment, si on prend l'exemple de l'horlogerie, une telle volatilité d'un modèle à l'autre et d'une année à l'autre que c'est honnêtement assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, tu vois, sur une durée de 5 ans, nous, si on pensait que l'actif prendrait moins que 10% de prise de valeur annuelle, on n'irait pas parce qu'en réalité, le jeu n'en veut pas la chandelle. Donc on a quand même des targets et des objectifs, mais c'est toujours assez délicat d'en parler parce qu'en fait, c'est hyper variable d'un actif à l'autre. Et ce que tu disais sur la partie stockage, assurance, j'en dis juste un mot, c'est assez connexe à ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en fait, nos partenaires qui nous aident sur le choix de l'actif vont aussi nous aider et s'occuper en réalité du stockage, de l'assurance et même de la revente des biens. Et donc, en fait, Diversified agit comme un tiers de confiance et comme une plateforme technique pour justement mettre en relation à la fois l'épargnant et notre partenaire retailer, que ce soit Crésus, que j'ai cité sur l'horlogerie, Patry Wine sur le vin, qui est notre partenaire, qui a des excellentes allocations dans les vins de Bordeaux, ou, tu vois, Cask Trade sur les spiritueux, qui a une cave d'investissement de single malt, on pourra en parler, mais assez incroyable. Voilà, donc en 2 mots, et c'est des sujets qui sont hyper importants parce que quand on parle en effet d'actifs exotiques, l'une des caractéristiques, à mon avis, de l'actif exotique, c'est sa liquidité, sa cotation, mais aussi souvent sa réalité. C'est pas tout le temps vrai, mais souvent c'est quelque chose de concret, pas comme une action. Donc en fait, tu vas te poser plein de questions que tu viens de te poser sur comment tu l'achemines, où est-ce que tu le stockes, est-ce qu'il y a une fiscalité spécifique à ce type d'actif, comment tu le revends, qu'est-ce qui se passe s'il y a un incendie. Et donc nous, c'est des points qu'on a gérés et qu'on a déjà taclés chez Diversified, justement en déportant ce risque chez des gens qui savent faire, c'est-à-dire nos partenaires retail. Ok, donc ça m'intéresse justement de comprendre un petit peu plus en détail les types de produits. Donc tu me disais, c'est infini, hein, et ça dépend de ce que vous voulez proposer dans votre offre. Aujourd'hui, chez Diversified, donc il y a des montres, j'ai compris, il y a du vin, il y a du rhum, c'est ça? On va y venir, il y a du whisky, ouais. T'as un single malt exceptionnel, mais oui, c'est les 3 verticales, t'as raison, qu'on a aujourd'hui. Et alors, c'est quoi les critères? C'est différent selon la classe, prenons les montres. Ouais. C'est quoi les critères pour sélectionner une montre qui est censée prendre de la valeur dans les années qui viennent? On va trianguler 3 trucs, essentiellement. Le premier, c'est notre conviction. Quand on analyse le marché, quand on analyse, par exemple, l'émergence, si on parle de l'horlogerie, l'émergence de certains marchés, on va analyser aussi comment se comporte la supply, l'émission du nombre de pièces par an, etc. Tout ça, donc c'est vraiment une analyse de marché. C'est le premier élément. Donc vous analysez la demande et l'offre. C'est ça. Okay. Pour se dire, où va être la rareté demain. La deuxième chose, qui est sans doute la plus importante, c'est qu'est-ce que veulent nos clients.
C'est-à-dire que nos clients, on a lancé il y a assez peu de temps, mais on se rend compte qu'ils sont assez souvent experts de certaines verticales produits. Et donc, eux savent nous dire, en fait, moi, j'ai envie d'investir plutôt sur ce type d'actif ou celui-là. Donc, on se nourrit beaucoup de ce que nous dit la communauté. C'est vrai sur le choix des actifs, c'est vrai aussi sur les fonctionnalités in-app, dont on pourra peut-être dire deux mots tout à l'heure, mais vraiment, on a envie de grandir comme ça. Et la troisième chose, c'est l'expertise de nos partenaires. Donc, typiquement, Crésus va nous dire, OK, intéressant ce que t'as dit ta communauté. Moi, au travers de ce qu'ils nous proposent, je pense que tel actif a plutôt, pour telle et telle raison, plus de potentiel que le reste. Et du coup, on va matcher ça à ce qu'on a réellement de disponible, ou alors on va attendre, ou on va le sourcer différemment. C'est vraiment les trois choses qu'on va utiliser pour trianguler et choisir l'actif. Ouais, c'est vrai que la demande... d'un point de vue analyse de marché, donc l'extérieur, mais de l'intérieur, avoir le retour de vos clients ou de ce qu'ils voudraient voir apparaître sur la plateforme, c'est hyper puissant. Et je pense que de toute façon, aujourd'hui, le business, de manière générale, a besoin de se construire autour des feedbacks et des feedback loops courtes, rapides. Carrément. Et de pouvoir dire directement à sa communauté, de s'adresser à eux. D'ailleurs, comment vous vous adressez à eux? Ça se passe sous quelle forme? On a un groupe Discord qui est aujourd'hui l'espace d'échange. C'est peut-être un peu confidentiel et peut-être qu'on ne parle pas à tout le monde avec ce canal-là. Donc on a élargi récemment et donc tu vas retrouver les réseaux sociaux très classiques, Insta, Facebook, Twitter. Et après on fait passer via des newsletters aussi des enquêtes. Donc on a des clients qui nous répondent sur les enquêtes. Et pour les meilleurs clients ou les plus gros parrains, on va mettre en place aussi des boucles dédiées un peu VIP, justement, pour écouter encore davantage une certaine catégorie de segments de clients chez nous. Ok, très très bien. Et donc justement, ces produits exotiques, donc on a parlé montres, on analyse un petit peu, entre autres, la demande, la conviction qu'on peut avoir. Je pense que un des intérêts principaux, parce qu'on parle de diversification ici, c'est comment fonctionne la diversification, avoir des produits dans son portefeuille qui sont idéalement décorrélés. Décorrélés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils varient en termes de valeur dans des sens différents. Idéalement, voire même un peu opposés pour diminuer la volatilité. Ouais. On rentre dans des détails. Donc, l'intérêt peut-être de ces classes d'actifs, les montres, le vin, etc., c'est que ce soit décorrélé du reste d'un portefeuille plus fondamental, plus classique, composé d'actions et d'immobilier. Est-ce que on a vraiment cette décorrélation entre les classes d'actifs exotiques et les classes d'actifs plus traditionnelles ou pas? Alors ça dépend des classes d'actifs, mais globalement oui c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu vas investir en effet sur le marché de l'horlogerie, j'en sais rien, des sacs à main, ou même du lifestyle, des sneakers ou des cartes Pokémon, parce que tu peux aller très loin quand même sur ces notions de diversification, c'est souvent assez vrai. Après ça dépend encore une fois du contexte, etc. Tu vois, le marché de l'or, pour le coup, lui est assez corrélé, donc ça dépend. Mais oui, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est une théorie qui a été, je crois que c'est en 1952, en tout cas dans les années 50, t'as un économiste qui s'appelait Markowitz qui a justement, que tu dois connaître, la frontière efficiente. Exactement, la covariance, etc. Mais qui t'explique qu'en réalité, plus tu vas diversifier, plus tu vas améliorer, pour faire très simple et vulgariser, mais ta balance bénéfice-risque. Et donc, en effet, nous, vraiment, la volonté de Diversified, c'est de te permettre, avec un patrimoine financier qui ne soit pas énorme, moi, je n'intéresserais pas aujourd'hui un banquier privé. Donc, en fait, j'ai besoin de cette solution-là et de te permettre d'aller te diversifier in-app sur une même application, sur plein d'univers différents qui seront théoriquement, en tout cas, pas corrélés les uns aux autres. Et donc, c'est là où tu améliores en fait, ta balance bénéfice-risque. Ouais, c'est un petit peu technique, mais c'est super intéressant, je trouve, et c'est important de l'expliquer et de le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir, mais qui ont peut-être en tête que le rendement, ou au contraire que la réduction de la volatilité, diminuer le risque de perte en capital, enfin, tous ces éléments qui sont en lien avec l'investissement, qui sont un peu flous, et on ne sait pas trop où mettre le curseur. Et je pense que ça, c'est fondamental, et c'est le cœur d'une stratégie d'investissement, qui soit adaptée à son profil et à ses objectifs, son profil, ses situations personnelles, professionnelles, c'est de toujours avoir un portefeuille, ou en tout cas un patrimoine, qui est adapté en termes de risque-rendement, et rajouter, bien trouver où placer ce curseur du risque-rendement, c'est justement la diversification avec je simplifie, des actions
qui vont, elles, varier dans un certain sens, et des obligations, hein, ça peut les deux classes d'actifs sur les marchés financiers dont on parle souvent, qui, elles, sont censées varier dans un sens opposé. Et du coup, avoir les deux, ça va peut-être très légèrement réduire le rendement final, mais ça va énormément réduire la volatilité. Et ça me rappelle Sami Wardini, que j'avais reçu sur le podcast il n'y a pas longtemps, de Ramify, qui disait la volatilité, c'est la qualité de tes nuits. Et j'aimais bien cette expression, et je trouve que c'est bien adapté à finalement l'objectif d'un investisseur. C'est pas de vivre avec le yo, voir son patrimoine faire le yo-yo tous les jours, et du coup avoir des classes d'actifs un petit peu diversifiantes. C'est une façon de réduire un peu la volatilité de ton portefeuille sans pour autant entacher le rendement. Parce que tu vois, avec des classes d'actifs dont tu me parlais, là, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est pas des classes d'actifs qui vont chercher à forcément réduire le rendement, quoi. Non. Et d'ailleurs, nous, on est sur des typologies d'actifs qui vont chercher du rendement. C'est assumé hein, chez Diversified. On est là pour amener quand même du rendement, ça c'est évident. L'amener évidemment en optimisant cette balance bénéfice-risque dont tu viens très, très bien d'évoquer. Et après, on rappelle aussi qu'en effet, il y a quand même un risque de perte en capital dans ce qu'on propose, mais l'idée, c'est aussi de permettre à nos clients de choisir la catégorie sur laquelle ils veulent aller. Typiquement, tu ne vas pas avoir le même risque si tu investis dans du vin en primeur. Tu vois, aujourd'hui, on a je crois que c'est du Château Angélus qu'on a en primeur, donc c'est un grand cru classé A de Bordeaux. Tu sais que sauf extraordinaire, normalement ton vin va quand même prendre de la valeur et qu'il y a assez peu théoriquement de risque tu vois, que ta bouteille passe de 100 à 1. C'est assez peu probable. En revanche, une montre, quand tu vas sur de l'horlogerie, là pour le coup tu as de la volatilité qui est beaucoup plus importante. Donc on permet aussi aux gens de juguler leur niveau de risque en fonction de leur appétence, de leur objectif aussi de vie personnelle et autres. Parce qu'en termes de corrélation, j'avais cru voir je crois que c'était pendant le Covid, comme pendant le Covid on a eu la crise financière, économique, tout ce que tu veux, même mondiale. Les actifs, donc les actions ont baissé en valeur, mais j'avais entendu que les montres aussi avaient pris un gros coup dur, et que inversement, pendant les périodes de, on va dire, prospérité économique, les actions s'envolent, super, mais vu que les gens se disent en fait les actions qui ont pour objectif de rendement long terme, allez, on va dire du 8%, en fait c'est trop facile entre guillemets les actions, donc je vais m'intéresser à des classes d'actifs plus exotiques où il y a des rendements plus importants, exemple les montres, et donc pareil ça drive le prix des montres à la hausse. Donc finalement j'ai quand même le sentiment qu'il y avait une corrélation non négligeable. C'est vrai. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans ces milieux-là, c'est que tu as énormément d'effets qui vont impacter un cours ou une variation, un marché. Sur notamment le marché de l'horlogerie, oui, il y a une vraie correction depuis maintenant 14 mois sur le marché de l'horlogerie, donc assez fort. C'est-à-dire que le marché des montres, notamment de seconde main, a beaucoup augmenté pendant 5, 6, 7 ans ces dernières années, et là ça fait presque un an et demi que ça baisse. Donc nous on considère, enfin en tout cas on pourrait considérer que c'est un bon point d'entrée, parce que le marché a tellement, c'est souvent quand ça baisse que les points d'entrée sont intéressants, même si c'est compliqué pour beaucoup d'épargnants de contre-intuitif. Exactement, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs sur la partie, si on rattache un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les crypto-monnaies, il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent sur les cryptos et qui ensuite ont voulu recycler entre guillemets ou transférer la valeur qu'ils avaient créée sur les cryptos sur des éléments tangibles et sur des actifs type horlogerie. Et donc ça a aussi, je pense, beaucoup fait monter le prix de l'horlogerie. En tout cas, c'est ce que nous disent nos partenaires sur cette période-là. Donc il y a on a fait beaucoup d'effets qui sont assez intéressants à observer. Ouais, donc c'est difficile de vraiment décorréler ces classes d'actifs des classes d'actifs plus traditionnelles, quoi. Faut pas se dire je vais avoir du vin. Est-ce qu'il y a certains produits qui sont peut-être vraiment un peu hors du temps ou pas ? Le vin, ce qui est intéressant typiquement, c'est que tu vas avoir une amélioration du produit. Donc tu peux te dire qu'intrinsèquement, une bouteille de vin, alors évidemment ça a une limite, ce que je vais dire, mais une bouteille de vin plus 10 ans, elle est théoriquement meilleure que lorsqu'elle sort, tu vois, en primeur. Et donc, tu as théoriquement une valeur qui augmente. Une valeur intrinsèque. Une valeur intrinsèque augmente. Ce qui n'est pas le cas pour de l'horlogerie, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres choses. Donc, en effet, tu as des particularités. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans les actifs alternatifs ou exotiques. C'est qu'en fait, tu
tu explores à chaque fois un nouvel univers avec ses propres règles du jeu. Et c'est ça qui est assez dingue. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien se faire accompagner. Et je pense que la proposition, je reviens un peu à Diversify, mais je pense que la proposition de valeur qu'on fait, elle est en effet sur du rendement, en effet sur plein de choses, mais elle est surtout de permettre d'accéder à un seul endroit à plusieurs actifs, mais aussi la réassurance d'avoir choisi les bons actifs via les bons partenaires. Et ça, je pense que c'est assez puissant. Tu vois, quand tu regardes le marché de l'art, on ira demain. Aujourd'hui, on n'en a pas encore sur Diversified. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillent très bien là-dessus, notamment François Carbone, que je salue ici. Mais si tu veux, c'est des sujets passionnants parce qu'en fait, pour investir sur le marché de l'art, par exemple, aujourd'hui, il faut être super riche. C'est-à-dire que je crois que c'est 250 000 euros pour certains fonds en art qui sont les plus performants. Donc, en fait, c'est très discriminatoire pour avoir les meilleurs rendements. Et l'étude, je crois que c'est dans Capital, ça dit même que si tu investis moins de 20 000 euros sur une œuvre, en fait, ton espérance de gain, elle est quasi nulle, voire négative. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, tu vas acheter des pièces qui sont assez peu chères. Et c'est pas des pièces qui vont se valoriser demain. Oui, donc c'est dans une logique d'achat de pièces, on va dire, dans son entièreté. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est assez fou. Et cette analyse-là, en tout cas, ce raisonnement-là, il est valable à peu près dans toutes les catégories d'actifs. Ça, c'est vrai partout. C'est-à-dire que plus tu as d'argent, c'est l'argent appelle l'argent, c'est un adage qui est bien connu, mais plus tu as d'argent, plus tu vas te positionner sur les blue chips, donc sur vraiment les valeurs les plus recherchées, et donc plus tu vas maximiser en fait ta rentabilité potentielle. Et l'idée, du coup, encore une fois, de ce qu'on peut proposer, mais ce que d'autres proposent aussi, c'est justement de casser ce plafond de verre, ou en tout cas ces barrières à l'entrée, et de rendre ça accessible à tous. C'est un peu l'union fait la force, on se met tous ensemble, on achète ensemble une très belle pièce, donc soit demain une bouteille de Romanée Conti ou une Submariner Gold Rolex, ce que tu veux. Et du coup, on acquiert ensemble la possibilité d'aller chercher les meilleurs rendements sur chacun des marchés. C'est le principe de la tokenisation. Exactement. Et dont on reparlera juste après. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a un effet assez bénéfique, même protecteur auprès des épargnants, cette difficulté d'accès à ces classes d'actifs. C'est qu'au-delà de dire les meilleurs rendements, c'est pour les plus riches. Oui, mais s'il n'y a pas que ça, parce qu'on l'a mentionné juste avant, un des soucis principaux des produits alternatifs exotiques, c'est le manque de liquidité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'épargnants qui ont comme objectif principal, ou en tout cas comme critère de sélection dans leurs investissements, la liquidité. Pour plein de raisons, parce qu'on peut avoir besoin de cet argent. La liquidité, c'est le fait de pouvoir retirer son argent à tout moment. Selon la façon dont on gère sa vie, selon sa situation professionnelle, personnelle, ça peut toujours être important de pouvoir retirer son capital, même si on est censé investir de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. Je me dis que si demain, ces classes d'actifs, ou même peut-être le private equity, qui est aussi du non-coté, qui est aussi très peu liquide, se démocratise à très grande échelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque que des épargnants se positionnent dessus avec de l'argent qu'ils auraient peut-être positionné dans des placements plus liquides et qu'ils n'avaient pas en conscience, tu vois, de ce manque de liquidité? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Si, carrément. Je pense qu'il y a j'ai envie de te répondre peut-être sur 2 points. Le premier, c'est que nous, il faut qu'on soit super clair sur le niveau de liquidité. Donc ça, nous, on essaie de bien le mettre en avant. C'est-à-dire que dès que tu investis sur un actif, on te dit, t'es loqué sur 3, 4, 5, 6 ans. Et cette durée-là, on l'a choisie en partenariat avec notre partenaire, donc retailer, parce qu'on pense que c'est la durée optimale pour que le bien prenne un maximum de valeur. Donc ça, on essaie de bien le mettre en avant, mais en effet, c'est hyper important d'être très clair avec nos clients là-dessus. Et la deuxième chose, c'est ce que tu évoques, c'est la martingale absolue de ce qu'on fait, c'est de proposer de la liquidité. Parce qu'en fait, les gens, en effet, le marché exotique, on se disait que c'était quelque chose qui était compliqué à coter et quelque chose qui est compliqué à rendre liquide. Parce que par définition, tu n'as pas, comme sur la bourse, l'offre et la demande qui se rencontrent sur un marché avec une instantanéité de l'achat et de la revente. Et en plus de ça, pour complexifier en plus cet état de fait, tu as une réglementation qui est très compliquée. Et en fait, assez vite, quand tu vas animer un marché secondaire sur ta plateforme, tu vas avoir sans rentrer dans le détail, mais des complications réglementaires. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez peu liquide, ces marchés-là. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est chez Diversified, et c'était un peu la promesse qu'on s'était fixée dans notre feuille de route et qu'on a dit à notre communauté, c'est qu'on allait essayer, et on va le faire cet été, de proposer une solution de liquidité. Donc elle ne sera pas parfaite, elle ne sera pas instantanée. En revanche, on va proposer à nos clients de racheter, parce qu'on émet des obligations, on va leur proposer de racheter les obligations en anticipé. Typiquement,
Monsieur Dupont achète c'est un titre obligataire de Rolex en année 1. Il est, entre guillemets, engagé sur 5 ans. Nous, on va lui dire, au bout de 2 ans, écoute, on te propose, d'ailleurs, ce sera en temps réel, mais on te propose de racheter ton oblig à tel prix, à telle date. Et ça, on va le mettre en place normalement à la rentrée. C'est un marché secondaire en interne, du coup. C'est ça. C'est ça. Pour le client, ça sera vraiment comme un marché secondaire. Réglementairement et techniquement, ce ne sera pas le cas parce que pour des raisons réglementaires que j'ai évoquées, ce sera un rachat anticipé d'obligations. C'est-à-dire que Diversified rachètera les obligations qu'elle a émises à un prix qu'elle proposera et qui sera adossé à une estimation du de prix la de valeur en temps réel. Je suppose qu'il n'y a pas de décote par rapport au rachat anticipé. Non, alors il y aura peut-être, on est en train de regarder un peu le détail, il y aura peut-être des frais parce qu'en fait, qui seront très légers, mais qui permettront quand même à Diversified d'animer cette fonctionnalité. Mais ce sera assez léger et donc assez indolore pour nos clients. C'est quoi moi j'aime bien les ordres de grandeur. Ouais, ce sera entre 2 et 3%. Ok, d'accord, de la valeur de rachat. Exact. Ok. Et parlons des frais. Ouais, allez. Donc c'est quoi les frais associés à votre service ? Nous, on est assez à l'aise d'en parler parce qu'en vrai, on a des frais qui sont je pense, un des systèmes de frais les moins chers du marché. D'ailleurs, si on va sur Diversified, c'est quelque chose qu'on met en avant, on compare par rapport à nos concurrents, on a une structure de coût qui est très simple. On prend 5% upfront à l'entrée. Donc, typiquement, tu vas acheter 100 euros d'actifs. En fait, tu vas investir 95, donc tu as en tout cas 5% qui est en fait la rémunération de Diversified. Et après, on a des management fees annualisés qui sont de 1% par an de la valeur d'entrée. Et donc, c'est hyper faible. En fait, c'est même pas de la rémunération pour Diversified, c'est ce que nous coûte globalement l'assurance et le stockage de nos actifs. Ok, et parce que tu dis les plus faibles du marché, en comparaison, c'est quoi ? Et en fait, quand tu regardes des concurrents, en Europe, c'est très embryonnaire. Le marché de la fractionnalisation ou de la tokenisation d'actifs, c'est encore très jeune. C'est pour ça qu'on est assez content d'y arriver à ce moment-là. Mais quand tu vois sur le marché des États-Unis, tu as des monstres, Rally Road, Masterworks pour l'art, etc. C'est déjà des boîtes. Oui, Masterworks, j'avais entendu parler. Mais c'est que de l'art, non ? C'est que de l'art. Alors, j'entends. Et moi, c'est vrai que le sujet des frais, c'est toujours hyper délicat. Mais tu vois, moi, conseiller en investissement, gestion de patrimoine, tout ça. Moi, j'aime bien me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que des frais de gestion plus élevés, mais un upfront plus faible, ça n'impliquerait pas plus la société de gestion dans la sélection de titres qui vont encore plus prendre en valeur dans le temps ? En disant, nous, on est tellement engagés à sélectionner les bons titres que regardez, ok, vous allez payer un petit peu plus de frais dans le temps, mais la croissance de la valeur, elle va être plus importante qu'ailleurs. Ouais, c'est une question qui est hyper importante parce que c'est la question de l'alignement des intérêts entre ta boîte et tes clients, quoi, tes épargnants. En fait, ça s'entend ce que tu dis. Donc, c'est clairement un choix qu'on aurait pu faire. Nous, en revanche, on a mis tout le poids du corps en fait de nos efforts dans le fait de réduire véritablement la structure de coûts. Donc, ce qu'on vend à nos clients, c'est les coûts qu'on essaye d'être les plus bas du marché. Maintenant, l'alignement des intérêts, on considère qu'il est lié au fait qu'en fait, le succès de la boîte, c'est le succès des deals qu'on propose sur Diversified. Et donc, si tu veux, on reboucle comme ça. Mais en effet, on ne s'interdit pas à l'avenir d'avoir un système un peu plus, moins upfront et plus frais de gestion, quoi. Et c'est peut-être aussi moins, tu vois, psychologiquement pour nos clients, ce sera peut-être aussi plus, je sais pas, plus... Je pense. Un peu plus indolore. Je pense. Tu vois, c'est ce qu'on reproche, par exemple, pour reprendre un exemple similaire, les SCPI. Tu vois, les SCPI, historiquement, ça a des frais très chargés upfront, d'entrée de l'ordre de 8, 10, 12%. Donc ça fait mal. Mais derrière, il y a des frais de gestion qui sont, entre guillemets, qui sont presque $1 parce que les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Donc le client, il paye beaucoup à l'entrée, mais il se dit, ah bon. Et du coup, là, ces dernières années, l'émergence des SCPI sans frais de gestion dit, ah bah regardez, nous, on prend pas de frais de gestion, mais on investit que dans des logements, dans des commerces, dans des bureaux qui vont prendre beaucoup en valeur. Et du coup, les frais de gestion sont un petit peu plus élevés. Donc, tu vois, il y a un parallèle, à faire là-dessus. Mais là où je pense que vous pourriez avoir un avantage, c'est justement sur cet aspect rachat du entre guillemets marché secondaire, en disant regardez, on a tellement confiance dans nos produits qu'on va vous les racheter, qu'on peut vous les racheter si vous le voulez. Nous, on est prêt à vous les racheter, il n'y a aucun souci, c'est des produits dans lesquels on a 100% confiance.
Tu vois, je pense que c'est une autre approche qui aurait aussi son intérêt pour le client, quoi. Ouais, bah ça, on y croit beaucoup, avec après plein de garde-fous, parce qu'en effet, on ne peut pas garantir une liquidité totale, sinon on deviendrait des banquiers, une société de gestion. Donc ce sera évidemment encadré, mais c'est ça la philosophie, tu as très bien expliqué. La philosophie de ce qu'on veut proposer à nos clients, c'est ça. En fait, voilà, et en plus, il y a un avantage dont je n'ai pas parlé, mais qui est en fait le prérequis à cette solution en tout cas de liquidité, qui est la cotation des actifs. Parce qu'en fait, l'un des sujets justement des actifs exotiques, bien souvent, c'est qu'il n'y a pas de cotation officielle et que du coup, on doit se renseigner par soi-même. Nous, ce qu'on propose sur Diversified, c'est justement, et c'est déjà le cas aujourd'hui si vous y allez, vous avez une estimation, pas en temps réel, mais je crois qu'il est actualisée toutes les semaines, du coup, de la prise de valeur ou de la perte de valeur de vos actifs. Donc dans le portefeuille, vous avez déjà une estimation du comportement de vos actifs depuis la période d'achat. Ça, c'est assez puissant. Ça, c'est fait par vos experts en interne. Ouais. Mais du coup, comment je fais, moi, petit particulier qui veut investir dans, je sais pas, une montre, j'ai pas le capital pour, donc faire de la tokenisation. C'est le fil rouge de l'épisode. On en parlera. Hein. Comment je fais pour savoir que la montre qui est affichée sur Diversified a une estimation, je sais pas, 10 000 euros, bah, elle vaut bien 10 000, elle vaut pas 15 000, ou elle vaut pas 5 000, ou elle vaut pas 20 000. Comment je fais pour savoir? Je dois faire mes recherches? Est-ce que vous mettez des liens? Comment est-ce qu'elle est évaluée, cette montre? Aujourd'hui, nous, elle est évaluée parce qu'on a des... Enfin, le prix n'est pas une donnée privée. Donc, en fait, on peut aller sur... si tu prends l'exemple de l'horlogerie, il y a beaucoup aujourd'hui de sites, pas forcément les cités. Il y en a un qui a fait un partenariat avec Cristiano Ronaldo il n'y a pas longtemps. Ça finit par 24. Donc, tu as beaucoup de sites, si tu veux, qui aujourd'hui ont une profondeur de data qui est super importante et qui permet d'avoir quand même un prix qui soit relativement homogène et relativement inattaquable. Donc nous, on va prendre des données sur Internet. Souvent, on essaye de diversifier nos sources pour justement qu'il n'y ait pas une seule origine de données. Et vous les mettez, ces sources? Alors, on les met pas sur l'application pour des raisons de confidentialité mais en tout cas, si tu veux, on prend ces sources-là, on les mouline. On va aussi y intégrer nos frais parce qu'on a envie d'être le plus transparent possible. Donc tu vois, typiquement le 1% de frais annuels, tu vas le retrouver. Donc ça va être pris en considération dans l'estimation qu'on va te donner. Ça évite aussi les effets de bord de personnes qui voudraient revendre juste avant la fin, tu vois, de la période d'investissement, parce que c'est à ce moment-là que sont prélevés du coup les 1%. Et donc on essaie de faire l'estimation qui est la plus précise possible et qu'on met en effet sur ton application. Et c'est cette valeur-là, globalement, qui va servir un peu de juge de paix quand on proposera de racheter l'obligation. Donc pour Diversified, c'est aussi hyper engageant de mettre l'estimation qui est la plus pertinente possible, parce que c'est celle-là qui va servir de juge de paix lors du rachat. Ok. Ouais, c'est vrai que je me disais que ça pourrait être intéressant d'avoir les sources en me disant, ah oui, ok, d'accord, ils ont effectivement le prix de la montre est de temps sur tel et tel et tel site. Ils n'ont pas sorti de leur chapeau. Et je dis les montres parce que ça existe et c'est relativement simple de trouver des informations pour des montres, mais pour des produits peut-être plus rares, plus compliqués, plus exotiques, je sais pas, tu parlais tout à l'heure des cartes Pokémon. Je me dis, tu dois pouvoir trouver tellement tout et n'importe quoi comme information que difficile de savoir. Je serais pas à l'aise, moi, pour coter un Dracofeu, je serais pas très à l'aise aujourd'hui, en effet. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment le Far West, tu vois. Nous, aujourd'hui, on est quand même sur des marchés qui sont, pour l'instant, en tout cas, assez historiques et assez stables. Exactement. Ouais, donc c'est pas évident de donner une cotation, mais en tout cas, vous essayez de donner des ressources. C'est ça, on essaie de donner un maximum d'input à nos clients, même si on appelle ça vraiment estimation, parce que en effet, il n'y a pas de cotation officielle d'une montre, d'une bouteille de vin ou autre. Donc, Et parce que tu me disais, le pourcentage de frais de gestion, il est payé à la sortie, c'est ça? Ouais, en fait, donc c'est 1% par an du prix initial, et en fait, c'est quelque chose qui va venir gréver ton prix de revente à l'issue de la période d'investissement. D'accord, mais du coup, le pourcentage pour le montant de frais annuel, plutôt comment c'est calculé? Supposons que je garde 5 ans, du coup on va regarder la valeur terminale et on va appliquer 5% dessus? Non, ton 1%, en fait, tu le connais dès que tu achètes en fait, ton actif. Tu sais déjà ce que ça va être parce que c'est 1% de la valeur d'achat. Ah, c'est 1% de la valeur d'achat, d'accord. Ah, ok. C'est pas variabilisé par rapport au... Donc il n'y a pas forcément cette corrélation d'intérêt? Là-dessus, non. Ok.
Là-dessus, non. Ça permet aussi de protéger, tu vois, en cas aussi de hausse. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on pourrait faire évoluer. Tu vois, Masterworks, par exemple, dans leur mode de fonctionnement, ce qui est très intéressant et qu'on regarde, parce qu'on est une jeune société, donc peut-être que tous ces sujets évolueront. Mais eux, ils ont un truc assez malin, c'est qu'ils émettent plus. C'est-à-dire que leurs frais de leur management fees, concrètement, ça va être géré par une surémission. Donc en fait, ils vont émettre sans obligation pour un tableau, typiquement. Et bah, tous les ans, ils vont émettre 4% d'obligation en plus. Et ils se payent comme ça. Et en fait, ils vendent ces 4% d'émissions complémentaires tous les ans. Ok, d'accord. Ce qui n'est pas idiot comme modèle aussi. Ok, et pourquoi vous feriez pas ça? On y réfléchit. Ok, ouais, je vois. Pourquoi pas. Donc on a des frais d'entrée, puis après on a les frais de gestion qui sont prélevés à la sortie selon la durée de conservation du produit. Tout à fait. Ok. Et tu me disais 5-6 ans la durée moyenne de conservation? Ouais, sur les primeurs, on essaye de faire plus court pour avoir une culbute un peu plus importante lors de la réalité de la réception des bouteilles. Donc ça, c'est 3 ans aujourd'hui sur les primeurs. Et ce qu'on va garder le plus longtemps, ça va être les spiritueux, les whisky notamment, où en fait c'est assez marrant en fait sur cette catégorie de produits. C'est vraiment comme des sorties d'autoroute où tu vas avoir globalement le whisky qui va être intéressant à être vendu avec des années, quoi. C'est ce que tu vas retrouver quand tu vas au supermarché, etc. Tu as vraiment le 8 ans, le 12 ans, après 15 ans, etc. Et donc c'est vraiment des sorties qu'il ne faut pas rater justement dans une stratégie de revente. Et Castrade, le partenaire avec qui on travaille, bosse, tu vois, par exemple, avec la Maison du Whisky à Paris. Et donc, ils achètent des single malt assez exceptionnels et ils vont eux-mêmes après faire leurs assemblages, etc. Et donc, ils ont besoin d'une homogénéité souvent dans l'âge des whiskies et des spiritueux qu'ils achètent. Et du coup, je suppose que pour ces produits qui sont assez... dont la valeur dépend de la période de production et de l'année, etc., peut-être moins pour les montres ou pour d'autres classes d'actifs. Du coup, à 2 années près, vous-même, un même produit pourrait avoir un prix très différent. C'est-à-dire le whisky de 2020 et le whisky de 2022, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est assez aussi amusant, c'est que du coup, tu as des effets de bord. Parce qu'en fait, ton whisky, je vais dire une bêtise et je vais grossir le trait, mais ton whisky, par exemple, il prendra pas de valeur pendant 3 ans. Et la 4e année, parce que du coup, il va basculer dans quelque chose de commercialisable, là, il va prendre un gros gap, en fait. Et donc, tout l'enjeu, c'est en effet d'arriver à, nous, notamment sur la solution de liquidité dont je te parlais, d'arriver à lisser ça pour permettre aux gens de pas forcément attendre cette fameuse culbute pour sortir avec des bénéfices. Donc, Ok, ouais, intéressant. Et c'est quel type de profil qui est investi sur Diversified? Alors aujourd'hui, on a, on a à peu près 1500 téléchargements d'applications. On s'est lancé il y a 1 mois et demi. Donc c'est tout jeune. Je mets quand même des guillemets sur ce que je vais dire, mais étonnamment, on a des gens un peu de tous les âges. On s'attendait à avoir vraiment du très urbain, 25-40 ans. En réalité, on voit que nos plus vieux investisseurs, je crois, qui sont nés dans les années 50-60. Donc on a des gens qui sont quand même plutôt... Pas très jeunes, assez seniors. C'est parfaitement l'audience du podcast. Mais du coup, c'est en effet assez marrant de voir cette hétérogénéité. En fait, c'est des sujets qui parlent à tout le monde, en fait. Ce qu'on se dit là, ça peut intéresser en effet quelqu'un de jeune et des moins jeunes. On est malheureusement assez masculin pour l'instant. Je pense que c'est aussi les produits qu'on propose qui parlent peut-être plus aux hommes qu'aux femmes. Dès que tu parles d'investissement, de toute façon, c'est plus homme que femme, quoi. Mais... Non, on va essayer, je pense, de s'ouvrir avec des nouvelles thématiques. Typiquement, quand tu regardes la performance d'un sac Kelly, je l'ai noté en venant ici. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en 5 ans, le sac Kelly, je crois qu'il a pris plus de 500%, tu vois. Le sac Kelly, c'est de Kylie Jenner? Non, le sac c'est un modèle Hermès, quoi. Et en gros, c'est des prises de valeur qui sont complètement dingues. Et donc, il y a vraiment des choses à faire, je pense, sur ces sujets et ces thématiques un peu lifestyle. Donc 500% en 5 ans, tu dis? Ouais. Et comment t'expliques ça? Je suis peut-être pas assez expert pour te répondre de manière certaine. Je sais qu'LVMH fait des super performances en bourse parce que marché émergent, la Chine, etc. Donc je crois qu'il y a un vrai engouement de certains marchés qui ont fait exploser le prix. Après, Parce que moi, j'avais aussi en tête, alors je pense que c'est une peut-être stratégie similaire à ce qu'on peut retrouver chez les montres, mais il y a une vraie stratégie de rétention de la part de la marque en termes de production et d'offres. Ah oui, carrément, bien sûr. Que c'est apparemment... je sais pas, c'est des mois d'attente pour obtenir un sac Hermès de qualité ou de renom. Et derrière,
Soit tu connais très très bien, tu connais les gens du magasin, soit tu peux passer plusieurs mois, voire plusieurs années sur des listes d'attente. Mais c'est ça qui est incroyable dans le luxe, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis pour les sacs Hermès ou autres, tu vois, mais c'est vrai aussi chez Rolex, c'est vrai chez Patek, c'est vrai chez Audemars, euh, c'est vrai chez Ferrari, tu vois. En fait, c'est le vrai sujet, c'est d'arriver à avoir l'actif neuf, parce qu'en fait, tu as tellement une pénurie qui est créée par ces fabricants-là, qu'en réalité, si tu arrives à mettre la main sur un actif neuf, tu sors du magasin, tu vas le revendre, tu vas faire une vraie culbute quoi, dès le lendemain, en fait. Et donc tout l'enjeu est là. Après, ce qui est assez marrant, tu as la même chose sur le vin. Les bouteilles de Romanée Conti, typiquement, si tu as la chance d'avoir une allocation Romanée Conti, d'ailleurs, c'est des actifs qu'on commercialise aussi chez nous, mais en fait, tu vas te retrouver, les bouteilles sont numérotées et ça va être tracé. Et en fait, la Romanée Conti, souvent, va regarder du coup qui commercialise sur le marché secondaire ces bouteilles et parfois va couper carrément les allocations. Donc c'est des milieux quand même où en effet tu as une cotation sur le marché secondaire, mais si tu arrives à mettre la main sur un actif entre guillemets neuf, bah, c'est toujours une bonne affaire en fait. Et c'est finalement l'inverse du fonctionnement des voitures, j'ai l'impression. Les voitures, où quand tu Exactement. sors de la concession, la voiture elle a perdu 20-30%. Les montres ou les sacs Hermès, tu sors du magasin, t'as pris 20-30%, quoi. Bah, exactement. Alors c'est vrai pour les bagnoles, sauf pour les Ferrari ou pour les voitures hyper collection. En fait, ce truc du luxe est assez incroyable. Et je me souviens on a fait la même école, mais quand on était en cours, tu avais le sujet de l'élasticité de l'offre, où en fait on t'expliquait que tu as une élasticité qui est sauf pour le luxe. Et en fait, ils avaient fait des études où en fait les parfums, ils avaient baissé le prix des parfums. Je crois que c'est Bic, je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois que Bic avait sorti des parfums. Ils avaient dit, mais attendez, on a les mêmes ingrédients que Dior ou Chanel, pourquoi est-ce que vous achetez pas notre parfum, il est 10 fois moins cher. Et en fait, tout le monde disait, bah non, en fait, moi je veux acheter une part de rêve, je veux acheter du luxe, et donc je veux que ce soit cher. Et en fait, le parfum, c'est un bon exemple de la non-élasticité de l'offre, où en fait, plus ton parfum va être cher, plus il va devenir désirable, et donc plus les gens vont l'acheter, quoi. Mais ça, ce phénomène de l'élasticité prix, c'est présent dans tellement d'éléments du business où moi je l'observe, ne serait-ce que pour tu vois, des produits ou des services où tu te dis, je sais pas, une formation. Tu vas acheter une formation sur n'importe quel sujet, peu importe. Tu vois une formation qui coûte 50 euros et t'en vois une qui coûte 500 euros. Bon, selon le sujet et selon ton envie de te former, tu vois, moi j'aurais pas forcément hyper confiance quand je vois que et techniquement c'est censé être le même contenu. Je me dis, la formation à 50 euros doit pas y avoir, il doit y avoir il y a un souci, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que la qualité des supports est nulle, peut-être que finalement la promesse est mal délivrée, peut-être qu'il n'y a pas de support client, j'en sais rien, peut-être que c'est une arnaque. Et du coup, je vais me retourner vers la formation à 500 euros, tu vois. Alors que le contenu est sur le papier est le même. Parce que tu dis, bah non, mais il y a ce côté rassuré et un petit peu prestige, tu vois. Alors là, c'est différent pour les produits de luxe parce qu'il y a une question de statut social où tu le montres et les gens peuvent le voir, même si t'es pas obligé de le montrer, mais il y a des gens qui aiment bien voilà, le montrer. Mais finalement, intellectuellement, c'est exactement ça. C'est ce que tu as dit. C'est qu'en effet, ton positionnement prix envoie un signal à la personne de qualité ou de non-qualité, alors que c'est pas forcément lié, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, en effet, dans le travail qu'on fait. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, on est souvent, nous, sur... Alors, le primeur, je le mets à part, mais sinon, on est sur des actifs de seconde main, en fait, sur Diversified, parce qu'en réalité, tu pourras jamais avoir un modèle à la Diversified avec des actifs neufs. Parce qu'en fait, les marques de luxe vont dire, non mais attendez, c'est pas le sujet. Nous, le sujet d'offrir la Rolex céramique, nouveau modèle, etc., ou celle qui a été portée par Carlos Alcaraz pour le week-end dernier, pour ceux qui suivent un peu le tennis, mais c'est des montres qui vont être une sorte de récompense pour leurs meilleurs clients. Et bien souvent, il faut avoir acheté suffisamment de modèles avant pour avoir les nouveaux modèles. Et donc, c'est un système de reward et de fidélisation de leurs clients. Et pour avoir, et c'est pareil d'ailleurs chez Ferrari ou dans l'automobile, c'est souvent un modèle de reward. Et donc, en fait, tu peux pas avoir un modèle scalable sur ce... C'est l'inverse, en fait. Le luxe, c'est l'exclusivité. Et donc, tu n'auras jamais un modèle scalable sur des actifs neufs. En revanche, tu peux le faire sur l'occasion, et c'est ce qu'on fait, nous, chez Diversified, c'est de rendre ce sujet, enfin, en tout cas, ces actifs luxueux accessibles à tous, mais tu seras obligé d'aller sur de la seconde main, bien souvent. J'interromps l'échange quelques instants pour vous demander, si l'épisode vous plaît, de penser à laisser
un like et à vous abonner à la chaîne. Le podcast du Grand Bain existe depuis maintenant 1 an, mais l'arrivée sur YouTube est très récente. Donc votre engagement, votre participation sur la vidéo m'aide énormément à développer la chaîne, et plus la chaîne grandit, plus je pourrai avoir des invités prestigieux et passionnants sur le podcast. Je vous remercie d'avance et on reprend l'échange. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se disent « Ah, moi je suis super intéressé par les montres, par le vin, par l'art, mais je ne me verrais pas acheter de la fraction, de la tokenisation justement. Comment, tu vois, est-ce que le profil des personnes, pour revenir sur le profil de ceux qui investissent chez Diversified, c'est des personnes qui sont intrinsèquement intéressées par le produit ou pas? Parce qu'il n'y a pas ce côté je l'ai chez moi, où je le vois, où je le porte, où je le montre. C'est uniquement, j'ai envie de dire, une ligne de code sur Internet. Non, c'est intéressant. Et pour être honnête, on a vraiment les deux populations. C'est ça qui est... Et je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment de recul encore pour te donner un pourcentage de gens. Ce qui est certain, c'est que c'est pas forcément des gens qui sont toujours fans ou très experts de chacune des verticales. Souvent, il y a une dominante qu'ils aiment bien et en fait, ils arrivent sur l'application et ils vont être assez... ils vont se diversifier. C'est-à-dire que la plupart de nos clients n'achètent pas un actif, ils se diversifient vraiment. Et donc, c'est pas forcément des amoureux d'une seule verticale. C'est des gens qui vont, je pense, arriver soit parce qu'ils ont un coup de cœur sur une verticale produit et derrière, ils vont se diversifier. Ou, et à mon avis, c'est la grande majorité de nos clients aujourd'hui, c'est des gens qui viennent parce qu'ils cherchent une solution d'épargne. Et en fait, le produit, quelque part, c'est un support, mais comme tu dis, c'est une ligne de code, ou en tout cas, c'est un moyen d'accéder à cette diversification. Donc on pensait être très produit au départ, et en fait on se rend compte que pour une majorité de nos clients, pour une grande partie, en fait on a une solution d'épargne. Et quand tu dis épargne, c'est vraiment le côté, justement, on en revient à l'illiquidité de la solution. Les gens ont bien conscience, vous avez déjà eu des réclamations, alors bon, ça fait pas longtemps que vous avez lancé, mais est-ce que vous avez déjà eu peut-être des retours en disant mais attendez, l'argent, enfin mon produit, il est vraiment bloqué 3 ans, 5 ans, 8 ans? On essaie d'être très clair sur l'application. Donc honnêtement, je crois qu'on a eu une remarque comme ça. Donc je ne vais pas te dire non. En revanche, on fait super attention. C'est-à-dire que déjà, c'est sur l'application, on le met en gros quand la personne va investir. Et ensuite, la personne signe ce qu'on appelle un Key Information Document, donc vraiment un document d'information. Et là, tu as toutes les informations et on met bien, en effet, la durée de l'investissement, etc. Donc je pense que c'est suffisamment bien expliqué pour qu'aujourd'hui, on n'ait pas de... Tu vois, on a dû aujourd'hui commercialiser... à peu près 50 000 euros d'actifs en 1 mois et demi. Donc, et on a eu, je crois, une remarque là-dessus. Donc non, c'est pas un... Enfin, en tout cas, je pense qu'on le met suffisamment bien en avant aujourd'hui. Tout le sujet, moi, les Key Information Documents, j'ai passé beaucoup de temps, d'heures dessus. Et alors, je n'ai pas vu les vôtres, donc je ne saurais pas dire, mais c'est vrai que habituellement, il y a énormément de documents, notamment sur les marchés financiers, la bourse, sûrement aussi un petit peu en immobilier, mais dans une moindre mesure. Ils sont illisibles, ces documents. Et c'est censé être pour protéger le particulier, sauf qu'on se retrouve avec 10 pages écrites en police 0,5 pour les conditions, avec la longueur des conditions d'utilisation d'Apple. Tu vois. Et derrière, est-ce que les gens lisent vraiment ces documents-là? Est-ce qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants? Ils lisent pas forcément tous, ça c'est clair. Mais d'où l'intérêt quand même en effet de bien le mettre en avant et d'être hyper pédagogue. Et c'est aussi l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire les choses le plus clairement possible. Ouais, très clairement, les produits de diversification, c'est pas dans une logique de trading à court terme, c'est un investissement long terme. C'est pour ça que vous faites des obligations. C'est une obligation, c'est une reconnaissance de dette. Tu récupéreras ton capital plus les intérêts dans X années. Exactement. Mais c'est un placement qui est pas fait pour la liquidité, quoi. Et du coup, comment un petit peu... Est-ce que vous guidez les personnes qui arrivent sur votre site avec des questions ou autres pour savoir quel type de produit pourrait plus les intéresser? Ou c'est vraiment regarder notre catalogue et vous êtes libre Alors, c'est beaucoup... nous, on donne... on explique pourquoi on pense que c'est un bon placement. En revanche, on ne donnera pas de conseils pour des raisons aussi réglementaires. On fait très attention à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui ni CIF, ni PSI, etc. Vous voulez le devenir? C'est des sujets qu'on regarde, mais aujourd'hui on ne l'est pas. Et donc en fait on propose une solution, mais on n'a pas envie de conseiller les gens. Et d'ailleurs, plus que cette solution, plus que la question en effet sur la durée qui est déjà arrivée, mais qui est assez peu fréquente, on a pas mal de gens qui nous disent j'adore, est-ce que vous pouvez me conseiller? Et ça, on en a plein. Et en fait, on dit, non, ça c'est... Enfin, pour le coup, nous, on peut vous alerter quand il y a un nouvel actif, ça c'est sûr, on peut le faire et vous dire, voilà pourquoi le track record, pourquoi il est intéressant. Ouais. Mais compliqué de donner, aujourd'hui, en tout cas de donner des conseils, ça on ne sait pas le faire et on n'a pas envie de le faire.
Ok. Bon, en tout cas, aujourd'hui ou à court terme. Exactement. Ouais, parce que ça pourrait être hyper intéressant, tu vois, pour des personnes qui se disent, ah, diversifier, oui, ok, c'est intéressant, mais dans quoi? Je ne sais pas. Et après me dire, voilà, l'univers d'investissement possible, c'est très bien, mais aujourd'hui, vous avez combien de produits, de types de produits différents, enfin de classes d'actifs différents? Aujourd'hui, on en a 3 Ouais. et on va en ouvrir une 4e là dans quelques semaines. Ok. En Donc, exclusivité, c'est quoi? on est en exclusivité. Pas forcément parler, mais en tout cas, on aimerait ouvrir aux femmes. Donc, avoir des actifs un peu plus unisexes ou en tout cas féminins. Ok. Voilà. Donc, on est en train de regarder parce que la complexité, ça peut paraître peut-être un peu technique, mais l'idée, c'est d'avoir une homogénéité aussi sur la structure de coût, celle que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, si tu vas sur des actifs, j'en sais rien, par exemple des sacs à main, en fait, tu vas avoir des conditions, enfin des coûts de stockage. Ton ratio entre ton coût de stockage et ton coût d'assurance par rapport au prix de ton produit va être plus élevé que sur du vin ou sur des montres, par exemple. Oui, évidemment. Et du coup, ça me paraît logique. Ouais. Et du coup, c'est compliqué de garder ton 1% de management fees annuel par rapport à la valeur de ton actif, tu vois. Donc, tu vas être obligé de variabiliser ces coûts-là. Et voilà. Donc, c'est des sujets qu'on Mais regarde. c'est pas un blocage. C'est pas un blocage du tout. C'est une difficulté potentielle Exactement. supplémentaire, mais vous allez pouvoir le surmonter. Bah quoi. oui. Ouais, parce que justement, ce stockage, pour avoir un ordre de grandeur, déjà, comment est-ce que vous stockez les produits? Et ensuite, combien est-ce que ça vous coûte? Ouais. Les produits sont stockés donc par nos partenaires. Donc typiquement Patry Wine, c'est dans un port franc à Genève. Crésus, c'est à Lyon. C'est une boîte lyonnaise et donc historiquement c'est à côté de la place Bellecour que tu connais peut-être. Très bien. Voilà. Et Cask Trade, c'est carrément dans les châteaux en Écosse, tu vois. C'est dans les caves des châteaux écossais. Et ils sont donc stockés, assurés par du coup chacun de nos partenaires. Voilà. Ok. Donc, et ça nous coûte en vrai à peu près le 1%, tu vois, de management fees dont on parlait tout à l'heure. Donc pour nous, c'est pas de la REM, c'est uniquement, si tu veux, du ad cost. C'est à peu près ce que ça coûte à Diversified et ce que nous facturent en fait nos partenaires pour stocker et assurer ces actifs sur une année. Donc finalement, vous, la rémunération de Diversified, elle est quasiment que sur les costs upfront. Oui. Ok. Ouais, parce que vraiment, le sujet du stockage, c'est d'une difficulté pour des particuliers qui veulent investir en direct dans ces produits-là, que ce soit l'art, la montre, le vin, les assurances, je veux même pas imaginer. Ouais. Tu as des ordres de grandeur sur le coût d'une assurance pour chez toi garder des œuvres d'art, des montres, des vins millésimés? J'avais demandé, donc j'avais appelé des assurances parce que notamment, tu vois, dans l'optique de l'art, etc., pour le faire chez toi. Et en fait, ça met, les quelques assureurs que j'ai eus sont assez mal à l'aise de ce sujet-là. Et puis c'était assez cher, très honnêtement, et en plus c'était pas forcément scalable, donc j'avais pas forcément creusé le sujet en me disant machin, mais je sais que c'est possible. Tu sais en ordre de grandeur ou pas? Je sais que c'était très cher par rapport aux tickets qu'on voulait mettre pour des premières introductions dans l'art. Donc peut-être que tu vois sur des actifs qui valent des dizaines de millions d'euros, si tu achètes le Balloon Dog Jeff Koons à 56 millions, je sais plus comment il était vendu, mais je crois que c'est à peu près dans ces ordres-là, deux ordres d'idées. Là, peut-être que c'est rentable en pourcentage, tu vois. Mais moi, je voulais pas mettre 5% par an de frais d'assurance pour une œuvre d'art. Je trouve que ça n'a pas de sens pour nos clients, donc j'avais dû le dropper, quoi. Ok. Oui, ça pourrait être une assurance supplémentaire. Enfin, tu vois, des frais supplémentaires d'assurance. Est-ce que vous voulez payer l'assurance ou pas? Bon, ça pourrait se faire. Mais c'est vrai que tu viens de mentionner un point qui m'avait échappé dès le départ. Avec quel capital vous achetez les produits initiaux? Alors nous, on rentre un peu dans la cuisine de Diversified. On est une jeune société. On a été immatriculé à Lyon du coup l'été dernier. Ça fait bientôt 1 an. Jeu de société, t'as dit? Une jeune société. Ah, j'ai compris des jeux de société. Ouais, je parle un peu vite. Non, pardon, c'est moi. Et on a levé des fonds en décembre du coup dernier auprès de MJKD, qui est Julien et Kelly Dassault, qui sont nos investisseurs principaux. Et après, on a au board des investisseurs qui sont les fondateurs de Sorar. On a le fondateur de Luco, on a le fondateur de 50 Partners, du Tocat, quelques belles boîtes. Donc on est très entouré d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes qui marchent plutôt bien. Et donc, un peu dans le Web3. Ouais, notamment Jonathan Bordereau, que je salue, qui est le directeur du programme Web3 chez 50 Partners. Et donc, c'est des gens qui nous accompagnent. Et en effet, donc on a un capital de départ. Après, l'idée, quand même, pour répondre à ta question, dans une optique de scalabilité, l'idée, c'est de ne pas exposer la trésorerie de Diversified à chaque fois qu'on met un nouvel actif. Et donc, ça, c'est un deal, pour le coup, qui se fait vraiment partenaire par partenaire. Est-ce que tu nous fais des délais de paiement? Est-ce que est-ce qu'on doit exposer notre BFR à chaque fois? Et donc, Diversified a plutôt réussi, dans une optique de scalabilité, à ne pas exposer trop son BFR et justement de pouvoir
crowdfunder ses actifs, en Mhm. tout cas les financer avant de devoir. Donc avant vous de aviez devoir un payer. pool on va dire un capital initial qui vous a permis d'acheter vos premiers produits, Oui. que vous avez tokenisé et Oui. que vous avez proposé au grand public. Ce grand public a permis du coup à financer va financer finalement les futures acquisitions. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on a exposé de la trésorerie. Donc, Mhm. il y a une poche de liquidité qui sert C'est en ça. fait au BFR de tes actifs. Par contre, demain, on aura, si tu veux, enfin, c'est déjà le cas, mais des délais de paiement qui font qu'avec la traction de Diversified, Mhm. on achètera, si tu veux, le premier du mois. On aura 15 jours, 3 semaines pour financer l'actif. Et en fait, on paiera à la fin du mois. Et donc, en fait, tu n'as pas exposé ta trésor, mais tu as bien l'actif qui est en pleine propriété le premier jour. Par contre, tu payes à la fin du mois et du coup, tu as le temps d'avoir collecté suffisamment de fonds pour pas exposer ta trésorerie. Donc, Ça, c'est l'objectif final de Diversified. BFR, besoin en fonds de roulement, Oui, hein, pardon. les bons cours de compta, je crois. Ouais. C'est quoi les objectifs un petit peu en termes de collecte mensuelle ou annuelle? On a évidemment des grandes ambitions pour la suite. L'idée, c'est d'être entre 700 000 et 1 million d'actifs commercialisés là, sur cette fin d'année, donc sur l'ensemble de l'année 2023, mais on s'est lancé le 22 mai. Mhm. Donc voilà pour nos objectifs, et les objectifs de l'année prochaine sont très... Entre sont 700 très 000 et 1 million de montants collectés, c'est ça? Oui. Ok. Sur combien d'actifs différents? Ça va dépendre un petit peu des actifs qu'on sélectionne à l'avenir. Historiquement, on avait modélisé des paniers moyens d'actifs entre 50 et 100 000 euros pour cette année. Et c'est des choses qui vont évidemment augmenter, parce que l'idée, c'est d'aller l'année prochaine, avec notamment les nouveaux marchés qu'on va lancer, sur des actifs qui sont de plus en plus chers. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller, tu vois, demain sur des voitures un peu exceptionnelles, sur le marché de l'art, etc. Et ça, c'est des sujets où tu vas tout de suite mettre quand même t'es sur des gros montants, quoi. Ouais, tout de suite, tu vas sortir un billet de quelques millions pour acquérir le produit et ensuite, faut le tokeniser, quoi. C'est ça. Ok. Et comment est-ce que vous déterminez le prix de la part, entre guillemets? Aujourd'hui, on a fait le choix de mettre toutes les parts à l'introduction à 10 euros. Donc les parts, on les appelle les DeFied sur la plateforme. Ça changera peut-être demain, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ça. Et elles valent toutes 10 euros. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, tu peux voir l'évolution de ton DeFi. C'est-à-dire que tu sais que tu l'as acheté à 10, et donc si demain elle vaut 12, bah, tu vois la plus-value que tu as fait. Donc Peu importe le produit. peu importe le produit. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un nombre de DeFi très variable entre les produits. Si Oui. aujourd'hui vous avez un produit qui coûte 10 000, super, vous avez 1000 tokens. Mmh. Mais demain vous avez un produit qui coûte 10 millions. Va falloir avoir 1 million, de tokens, mais qui vaudront chacun 10 euros. Ouais. Okay. Et chaque particulier peut acheter autant de tokens qu'il veut. L'achat minimum, ça se fait par lot de 10 tokens. Donc en fait, tu mets 100 euros, c'est le ticket minimum Diversified. Pour investir sur Diversified, tu mets 100 euros par poche d'investissement. Et c'est ce que vous observez. Enfin, vous observez quoi en panier moyen aujourd'hui? 180 euros. Ok. C'est précis. J'ai bossé mes chiffres. Non, et pour être tout à fait transparent, au début, on avait baissé ce ticket minimum sur les premiers jours de vie de Diversified pour voir comment ça se comportait. Et 100 euros, tu vois, de ticket minimum, aujourd'hui, c'est le ticket le plus bas du marché. Quand tu compares à des... je ne vais pas faire de publicité pour nos concurrents, mais à nos concurrents, c'est souvent 200 ou 250 euros le ticket minimum. Donc nous, on essaye aussi de casser au maximum les barrières. Après, on n'a pas pu rester sur des tickets plus faibles, pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'en termes de lecture, c'est un peu bizarre d'expliquer à ton client qu'il va mettre 10 euros sur une durée de 5 ou 7 ans. Tu vois, ça n'a pas forcément de sens patrimonialement, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est que tu as quand même des coûts, même si on a essayé de réduire au maximum les coûts fixes, tu as quand même des coûts administratifs, d'informatique. Ouais. Tu as un KYC à faire, typiquement, avec ta carte d'identité, etc., pour prouver que tu n'es pas un pirate ou un terroriste. Et ben ça coûte de l'argent. Et donc la personne qui vient chez nous et qui met 10 euros, c'est pas forcément... utile, même si elle fait 2 ou 3 achats, on restera pas forcément rentable sur ces clients-là. Donc, et 100 euros, ça nous semble être quelque chose qui soit pas discriminant pour la plupart en tout cas des clients qu'on accueille, et qui soit suffisamment faible aussi pour permettre une vraie diversification sur la plateforme. Ouais, non, c'est intéressant de permettre aux plus petits portefeuilles de s'y intéresser, même si, et là je pense que la boucle est un peu bouclée, on en revient au principe de la diversification, c'est quand tu as déjà un patrimoine relativement conséquent sur les classes d'actifs plus traditionnelles. Du coup, est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal de se dire, faut avoir, avant de s'intéresser aux montres, aux vins, aux investissements alternatifs, avoir quelques dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros de patrimoine plus traditionnel, et ensuite commencer à s'intéresser à des plus petites.
Finalement, est-ce que si jamais je veux m'intéresser à ces classes d'actifs, ça sera pas tout de suite avec plusieurs milliers d'euros? Ouais, oui, oui, tout à fait. Ce que tu dis, c'est en effet, il faut. Enfin, l'idée, c'est de s'intéresser rapidement et le plus rapidement possible. Je pense en effet. Ouais. Mais non, tout à fait. Ouais, donc faut commencer à avoir un patrimoine, on va dire, relativement conséquent si on veut s'intéresser en direct, mais Oui. c'est pour ceux qui veulent commencer à diversifier rapidement Mm. et qui peuvent s'intéresser à la Ouais, tokenisation. c'est sûr qu'on parlera pas à Bernard Arnault parce qu'il va avoir en effet son banquier privé, des experts pour chacune des verticales, etc. Donc Mhm. pour les très très grandes fortunes, en effet, ils sont déjà outillés et ils n'ont pas besoin de nous. Donc nous, on va vraiment parler à monsieur et madame tout le monde. Mhm. Et en fait, on se rend compte qu'on a quand même des gens, la plupart d'ailleurs de nos clients sont quand même des CSP plutôt plus avec un certain patrimoine financier. Je pense que ce qui est important, c'est toujours de se dire, vu ma situation personnelle, c'est pas forcément d'ailleurs une notion forcément de richesse, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon patrimoine, quelles sont les échéances que j'ai et quels sont les objectifs que j'ai, quand est-ce que j'aurai besoin de ma liquidité. Mhm. Et après, tu prends tes décisions. Donc les 5% en effet dont je parlais en début de podcast, c'est sans doute un marqueur qui est intéressant, mais ça dépend vraiment de chacun, quoi, Ouais. des objectifs. Non, mais c'est bien le 5%, je trouve que c'est un bon chiffre. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut avoir 90% de son portefeuille, enfin de ses investissements, c'est les fondamentaux, la bourse, l'immobilier, etc. Mm. Et derrière, commencer à diversifier avec les cryptos, avec du private equity, avec des investissements alternatifs. D'ailleurs, les cryptos, vous en proposez pas encore? Non, on n'en propose pas. En revanche, l'idée initiale de Diversified, c'était aussi d'accepter les crypto-monnaies. Donc on était... c'est un peu nativement, on croit toujours beaucoup, en effet, au lien que tu peux faire entre la crypto et l'économie un peu plus réelle. Quand tu dis accepter, c'est accepter un moyen de paiement Ouais. ou accepter comme un produit d'investissement? Accepter un moyen de paiement. Ok. Et d'ailleurs, notre prestataire de services de paiement qui s'appelle MangoPay, qui est plutôt connu sur la place, a aussi, c'est des choses qui irriguent pas mal nos partenaires aujourd'hui. Et donc, c'est des choses qu'on ne s'interdit pas de faire, honnêtement, l'année prochaine. Après, on a fait le choix d'aller, en 2023, de lancer un produit relativement vite Mhm. et de s'adresser au plus grand nombre. Mais c'est toujours un sujet qu'on a dans nos roadmaps techniques. Après, il y a aussi quelque chose qui a pas mal refroidi, pour être honnête. C'est aussi toute l'actualité qu'il y a eu en 2023, qui était quand même assez négative sur les cryptos. C'est mouvementé. Assez mouvementé, ouais. Entre Terra Luna et FTX, c'est vrai que ça a quand même pas aidé. Il y a eu des coups un peu durs dans l'écosystème. Mais on est résilient. Je suis sûr qu'on fera des belles choses à l'avenir sur ces thématiques-là. Ouais, parce qu'il faut déjà avoir un service et un produit, on va dire, safe et sécurisé. Où, regardez, certes, c'est innovateur comme concept ou comme produit, mais c'est fait avec des moyens un petit peu traditionnels. C'est bien encadré par la réglementation. Si en plus vous commencez à proposer des moyens de paiement qui sont un petit peu plus délicats, un petit peu moins connus, tu peux pas faire tout en même temps. Tu perds les gens. Et en vrai, nous, s'il y a un enjeu aujourd'hui auquel Diversified doit répondre en priorité, c'est la réassurance. C'est-à-dire qu'on doit expliquer aux gens que c'est une bonne idée d'investir chez Diversified. Mhm. Et ça, honnêtement, et c'est assez logique, les gens posent plein de questions. Et c'est normal. Qu'est-ce qui se passe si Est-ce que vous avez bien les réglementations qu'il faut? Est-ce que c'est sécurisé? Et en fait, c'est des questions super légitimes. Mais donc ça demande beaucoup de travail de pédagogie, de réassurance. Et donc, si en plus tu intègres une couche crypto-monnaie, tu vois, tu peux pas tout adresser. Donc, je suis assez convaincu, moi, qu'on a fait le bon choix. Et je suis assez convaincu dans le même temps que la voie assez normale et l'avenir de Diversified passe aussi par ce sujet-là, mais qu'on adressera dans un second temps quand on sera suffisamment droit dans nos bottes sur les autres sujets. Donc, l'intérêt d'investir dans ces classes d'actifs, et en particulier chez Diversified, c'est 1. La diversification du portefeuille, 2. Des possibilités de rendement potentiellement intéressants, même si ça reste des objectifs, mais c'est du potentiel intéressant. Oui. C'est quoi les autres avantages selon toi? La diversification, on en a parlé, c'est qu'avec assez peu de patrimoine, tu optimises quand même vraiment ta balance bénéfice-risque. La solution de liquidité, encore une fois, qui arrive, donc on s'engage pas sur des délais, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille fort aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment hyper différenciant. Et peut-être que le dernier élément qu'on mettrait en avant, c'est le côté vraiment choix de l'actif. Tu vois, au-delà du fait de pouvoir investir sur tel ou tel marché, c'est comment est-ce qu'on va réussir à
choisir le bon actif qui va, on l'espère, surperformer le... Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait en amont avec nos partenaires, que j'ai cités tout à l'heure, mais qui sont, à mon avis, l'une des pierres angulaires de la proposition de valeur qu'on fait. Parce que Diversified n'a pas vocation à être... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas expert à la fois des montres, du vin, des spiritueux, des bagnoles et d'autres choses. Ça m'intéresse évidemment beaucoup, mais je n'ai pas la prétention, en tout cas, d'être un expert sur tout ça. Donc, Et c'est possible demain, moi j'investis dans Diversified pour une œuvre d'art quand quand tu auras de l'art. Je peux aller la voir, cette œuvre d'art? Ou je pourrais? Tu pourras. Et d'ailleurs, donc c'est des questions qui se posent sur l'art, mais déjà sur les actifs qu'on a aujourd'hui. Et donc, alors, nous, Diversified, évidemment, on a accès à tous ces actifs-là et on sait où ils sont, je te l'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'on réfléchit beaucoup, c'est pour nos meilleurs clients, de proposer des expériences, des vraies expériences autour des produits. Et ça rejoint un petit peu la question que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est des gens qui aiment les produits? Honnêtement, il y a quand même une proportion des gens qui, en effet, notre slogan, c'est investir avec passion, donc qui sont passionnés, et donc, et en tout cas, qui nous posent ces questions-là. Et donc, tu vois, l'idée, c'est d'aller proposer, de visiter un atelier d'horlogerie à Lyon ou à Paris. Super, ça. D'aller visiter un domaine Château Margaux, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on réfléchit beaucoup, et je pense qu'on pourra le mettre en place, à mon avis, l'année prochaine pour nos meilleurs clients. Pour ceux qui auraient déjà investi une quantité... Ou via un tirage au sort, il faut qu'on regarde un peu les modalités, mais c'est des choses qu'on veut proposer à nos clients. Et c'est quoi les points d'attention à avoir quand on se connecte sur la plateforme ou qu'on veut investir dans ces produits? Je pense bien regarder quelles sont les conditions du deal. Tu parlais de la durée d'investissement, c'est important de se dire ok, j'investis sur tel actif, passe sur telle durée. Et après, je pense, mais ça c'est pas forcément lié à Diversified, c'est plus en tant qu'épargnant pour soi, quels sont les objectifs que je veux, quoi. Est-ce que je suis prêt à prendre du risque? Si oui, sur quelle proportion de mon capital? Voilà, garder quand même à l'esprit que tout investissement comporte des risques et qu'il y a quand même un risque de perte en capital. Donc, être conscient des opportunités, mais aussi des risques, je pense que c'est un bon point de départ dans l'investissement chez nous, mais d'ailleurs un peu partout. Oui. Donc, avoir conscience que l'argent est bloqué pendant X temps et savoir si le type d'investissement est adapté à son profil. Mais je pense que ça, c'est presque indépendant, de la classe d'actifs. Oui, c'est valable sur toutes les catégories d'actifs. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense que ce qu'on propose peut être plus ou moins risqué. Donc vérifier l'adéquation entre l'actif sur lequel on va investir et ses objectifs, quoi. C'est toujours cette balance-là qui est importante. C'est quoi donc vous allez acheter les produits, vous allez les tokeniser, proposer au grand public. Le grand public va acheter des DeFi. Oui. Au bout de la période d'investissement, vous revendez le produit. Oui. Vous savez déjà un petit peu à qui, comment ça se passe? C'est un marché particulier? Il y a 3 sorties possibles pour chaque actif. Tu as le fait de revendre à la communauté. Ça, c'est si on pense que l'actif a encore du potentiel. Donc en fait, on va le revendre sur Diversified. Vous allez le racheter à vos clients? On le rachète et on le revend. Donc on fera une nouvelle émission. C'est vraiment un rachat à revente. Ça, c'est une possibilité. C'est pas possible, par exemple, sur du whisky qui arriverait en fin ou du vin, etc. Donc c'est pas toujours possible. Et après, tu as 2 autres solutions. Tu as une solution de revente sur le marché des particuliers ou le marché des professionnels. Et on a à chaque fois un accord avec nos partenaires pour qu'ils s'en occupent pour nous. Okay. Donc tout ça a été anticipé et on sait exactement les solutions qu'on a en sortie. Et donc vous prenez pas sur la plus-value réalisée? On prend 0 sur la plus-value réalisée. Donc ça, c'est très clair. Et si jamais des frais s'appliquent, notamment si tu revends sur le marché des professionnels, qui est peut-être la dernière solution, on a 6 mois pour revendre, donc c'est la dernière solution. Et là, tu as des frais potentiellement qui peuvent s'appliquer et ça viendra gréver le prix de revente. Mais nous, on gagne absolument rien là-dessus. Voilà. Donc vraiment les frais, nous c'est 5% à l'entrée et c'est tout, il n'y a pas de frais cachés. Et les frais de gestion, mais qui sont presque là pour couvrir uniquement les coûts de stockage. Qui sont de la cost, exactement. Et c'est quoi la fiscalité associée pour les particuliers qui investissent là-dedans? Alors nous on est disponible dans toute l'Union européenne. Donc voilà, en France globalement tu vas être imposé à la flat tax sur ta plus-value. Voilà. Donc c'est relativement simple. Après flat tax c'est 30%. Oui, tout à fait. Et après moi je rentre pas forcément trop dans du conseil fiscal. J'invite vraiment à chaque fois nos clients à se rapprocher de leurs avocats ou de leurs conseils fiscaux. Mais en effet, c'est la flat tax sur la plus-value. En tout cas, en France, ça, je pense qu'on prend assez peu de risques à dire ça. Après, sur d'autres pays,
chaque fiscalité est propre. Donc je sais qu'on a beaucoup d'amis belges. On a 10% de nos clients qui sont belges. Ah ouais. Et donc là, je me mouillerai pas sur la fiscalité belge. Mais Ok. ouais, je pense que c'est lié à la langue. On communique beaucoup en français sur Diversified. Donc 10% de belges, un peu plus de 80% de français. Et après, on a quelques autres pays anglophones européens. Peut-être les diasporas françaises à l'étranger. C'est possible. Ouais. Et est-ce qu'il y a des avantages fiscaux possibles dans ce type d'investissement ? Honnêtement, l'idée n'est pas forcément aujourd'hui en tout cas d'avoir une optique d'optimisation fiscale. En tout cas, oui, non, mais tu sais, c'est du style comme quand tu investis dans un groupement forestier, Ouais. tu peux avoir des réductions d'impôts. Ouais. Dans les PME françaises, tu as des réductions d'impôts. Non, sur les actifs qu'on propose aujourd'hui, non. Ok. En tout cas, tu n'as pas ce système-là. Sur la forêt, on y réfléchit, notamment avec un partenaire qui s'appelle Transition, donc on discute avec eux. Donc c'est des sujets, et l'idée aussi, c'est comment est-ce que si tu as cet avantage fiscal-là, comment tu arrives à le reporter via l'application sur ton client final. Donc là aussi, tu as un peu des sujets, donc c'est des choses qu'on regarde. Aujourd'hui, c'est pas forcément une solution. C'est pas le cœur du sujet. C'est pas le cœur de ce qu'on fait. Mais c'est hyper intéressant comme sujet, et tu as souvent des fiscalités qui sont propres aussi à chaque verticale. Donc il faut qu'on fasse attention aussi à ne pas se faire allumer sur un secteur. C'est plutôt comme ça qu'on le regarde aujourd'hui. Et justement, en parlant du cœur du sujet, je pense que c'est le moment d'en parler. On a suffisamment fait durer le sujet. La tokenisation. Ouais. Alors déjà, je voudrais un petit peu mieux comprendre, parce que depuis le début, on parle d'investir dans des montres, mais on n'achète pas une montre. Je détiens pas de montre quand j'investis chez Diversified. Vous avez donc, vous détenez la montre, et ensuite vous avez émis des obligations, donc sous forme de token qui s'appelle les DeFi. Oui. Ok. Quel est le fonctionnement de la tokenisation concrètement, en quelques mots, en simplifié? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Bon, j'essaie de faire très simple. En fait, c'est une réponse juridico-technique, donc j'essaie de pas être trop pénible sur cette réponse. On a une société donc française, Diversified Finance SAS, qui est immatriculée à Lyon, qui détient une SPV, donc globalement une société de gestion qui est au Luxembourg pour plein de raisons. Et cette société-là émet des obligations traçantes. Donc c'est elle qui va gérer, qui va acheter les actifs, qui va les gérer et qui va émettre des obligations. Donc c'est vraiment elle qui est le cœur du réacteur de Diversified. Pourquoi est-ce qu'elle est au Luxembourg? Elle est au Luxembourg pour pas mal de raisons, mais parce qu'il y a notamment une simplicité juridique. Tu vois, j'ai une SPV, donc globalement j'ai une société qui va gérer tous les types d'actifs. Ok, et alors que ça, c'est pas possible en France? En France, souvent dans les modèles qu'on voit, tu crées une SPV par poche d'investissement. Et du coup, tu dois créer une boîte à chaque fois. Alors, c'est pas des frais qui sont forcément énormes, mais quand tu veux lancer beaucoup d'actifs et avoir une dynamique sur ton application, c'est une charge administrative. Ouais, c'est ça. Tu vas retrouver dans tes coûts pour tes clients. Et donc cette SPV luxembourgeoise va administrer les actifs pour le compte de nos clients et va émettre des obligations traçantes. Donc en fait, les DeFi dont on parle, c'est des titres obligataires qui vont être liés à la valeur de revente de l'actif. Et donc, tu as un deal pour chaque obligation qui est matérialisé par un token qui est le DeFi et qu'on va émettre sur un registre, qui est consultable, sur un registre, quoi. Et donc, cette obligation, elle va t'assurer contractuellement d'avoir le prix de revente de l'actif à l'issue de la période d'investissement. Donc, le registre, c'est la blockchain, je suppose? Alors, on va émettre ces actifs, en effet, sur une blockchain privée. Donc c'est le support, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et donc c'est un peu lié à ce que je te disais tout à l'heure de notre trajectoire vers quelque chose de beaucoup plus Web3 demain. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Aujourd'hui c'est sur un registre standard, c'est une grosse database, quoi. D'accord, ok. Ouais, parce que dans ma tête, une blockchain, ça a pour vocation à être public, et justement à être facilement traçable et transparente et tous les avantages liés à la blockchain. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, aujourd'hui c'est pas le cas. Parce que, en fait, on s'est beaucoup posé la question, et c'est d'ailleurs au début, c'était vraiment. Je te dis, on vient, nous vraiment, on est assez convaincus de l'avantage du Web3 et de la crypto. En fait, l'idée, c'est que si tu fais quelque chose de complètement ouvert, en effet, avec des blockchains ouvertes, etc., tu te connectes avec un wallet. Théoriquement, tu peux sortir ton jeton de la plateforme Diversified pour aller la mettre en collatéral sur des plateformes, etc. Et là, honnêtement, c'est des enjeux juridiques extrêmement complexes, etc. Et tu rentres vraiment dans un monde. Donc, oui, dans le sens où
particuliers pourraient sortir leurs tokens et les revendre à d'autres... Pour les mettre en collatéral, t'as des pros... Enfin, je suis pas un expert non plus blockchain, mais tu as des systèmes de borrowing and lending d'actifs, où en fait tu mets un actif en collatéral pour emprunter une autre, je sais pas, l'USDC ou d'autres cryptos. C'est de la DeFi, quoi. C'est ça. Et en fait, ils pourraient prendre ton DeFi pour le mettre. Et en fait, si la fin de ta période d'investissement... finance décentralisée, pardon, pas des DeFi, les tokens. Des tokens DeFi. Et en fait, tu pourrais te dire, en fait, l'actif, il a été mis en collatéral, sauf que le sous-jacent a été vendu il y a 10 ans. Comment ça fonctionne juridiquement, si c'est un détenteur américain et que nous, on n'a pas les agréments pour aller... Donc, tu rentres dans des trucs... C'est évidemment ce qu'on veut faire à terme, mais honnêtement, voilà, on a une politique de petits pas, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'y est pas encore sur c'est des sujets quand même extrêmement complexes. Mais donc, aujourd'hui, le token DeFi, c'est une obligation ? C'est une obligation. Ok. Donc, c'est vraiment un jeton, c'est ce jeton numérique qu'on peut voir avec des... Du coup, il n'y a pas de coupon, c'est sans coupon ? Ouais, en fait, tu as un mail qui va t'as un bulletin de souscription. Donc, en fait, on va t'envoyer par mail un bulletin de souscription disant vous avez souscrit à tel prix, telle obligation, la durée de temps, etc. Donc, tu vas recevoir quand même un justificatif. Mais en effet, c'est édité sur un registre. Ok. Et ça, c'est visualisable sur la plateforme de Diversified pour savoir combien de DeFi j'ai en lien avec tel produit. Parce que du coup, vous avez comment vous différenciez le DeFi de la montre, de DeFi de il a un nom différent, quoi. Il s'appelle DeFi de Château Margaux, machin, DeFi de Rolex Submariner. Et donc ça, en effet, sur ton interface, tu as un portfolio. En gros, tu as plusieurs pages sur l'application. Il y en a une où c'est en effet un portfolio où tu vas avoir tous tes actifs, le nom des actifs, le montant et l'estimation du prix de ton actif. D'accord, ok. Ouais, donc l'intérêt, ça permet de visualiser assez rapidement le montant de ton capital aujourd'hui. Et vous faites des projections un petit peu pour dire, voilà, l'objectif initial, c'était 100, c'est X. Non, on parle de moins en moins d'objectifs, tu sais, de prise de valeur pour des raisons légales. Légales. Et puis, tu vois, on n'a pas envie d'être déceptif aussi vis-à-vis de nos clients. Donc on parle beaucoup plus, tu vois, sur l'appli, quand tu vas typiquement investir sur un actif, si on a l'historique, on va te l'afficher. C'est-à-dire que tu as un onglet dans le projet qui va dire voilà l'historique du prix de cet actif, et donc tu peux voir le graphe de la typologie d'actifs. Et donc on est beaucoup plus à l'aise de dire voilà, cet actif-là, il a pris en moyenne annualisée, en moyenne pondérée 13% par an. Typiquement là, c'est la Submariner qu'on a. En fait, on sait dire sur les 2 dernières années, c'est 13% de prise de valeur annuelle. Ça, on peut le dire. En revanche, au début, on essayait, tu vois, d'estimer des prises de valeur, et en vrai, c'est assez compliqué à défendre. Parce que, tu vois, moi, pour tout dire, je suis allé sur le site de Diversified. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'endroits où moi, je voyais, la formulation est très délicate. Je l'entends, mais c'est vrai que parfois, moi, je disais, avec investir dans des actifs avec des historiques de rendement de 20%, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas trompeur du tout, mais c'est vrai que dans l'œil du client, il y a ce biais les performances passées pourraient préjuger des performances futures. Et encore une fois, même si le dicton qui dit que c'est faux, il est très connu, intrinsèquement, naturellement, sur quoi d'autre on se base si ce n'est sur l'historique. Ouais. Moi, c'est la seule valeur qui est inattaquable. Donc c'est pour ça que c'est celle que je donne, parce qu'en fait, je préfère donner un historique en mettant évidemment en garde, et ce que tu viens de dire, on le met partout, quoi. Et franchement, on essaie d'être le plus clean possible vis-à-vis de ça. Mais au moins, si tu donnes un historique, t'es à peu près sûr de ce que tu dis. Alors que si tu estimes quelque chose, moi en tant que client, je me sentirais plus lésé qu'on m'ait estimé quelque chose qui n'arrive pas, plutôt qu'on m'ait dit, l'historique c'est ça. Alors en effet, je suis content que tu le rappelles, parce que c'est toujours, il faut toujours le redire, et on le dit jamais assez, mais il y a un risque de perte en capital, et c'est pas parce que l'actif a bien performé qu'il performera bien demain. Et d'ailleurs, c'est souvent, je sais pas, mais quand on parlait des mondes tout à l'heure en disant il y a une correction depuis un an, en fait, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut regarder, parce que justement, c'est peut-être un point d'entrée intéressant. Alors que l'actif qui prend de la valeur depuis 10 ans, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et c'est pas forcément le bon moment. Donc, faut vraiment avoir en tête ce concept ce qui s'est passé hier ne se passera pas forcément demain, et j'ai presque envie de dire, c'est même
historiquement plutôt l'inverse. Hein. Les cycles économiques sont cycliques. Enfin, c'est les cycles, hein, c'est dans le nom. C'est cyclique. C'est clair. Et si jamais il y a quelques jours, semaines, mois, ça allait super bien, bah, c'est pas impossible. Et la tendance voudrait même que dans quelques semaines, mois, années, ça aille beaucoup moins bien. Et donc, faut vraiment avoir en tête, d'où C'est l'importance de diversifier, d'où l'importance d'avoir ces classes d'actifs, mais en petite quantité. On construit son socle, le socle de sa pyramide du patrimoine en priorité, les actions, l'immobilier, l'épargne de précaution, la résidence principale éventuellement. Et ensuite, on diversifie avec d'autres classes d'actifs, le private equity, les montres, le vin. On n'est pas obligé de mettre 10, 50, 100 000 euros pour ces produits-là. On peut s'y exposer de façon plus réduite et plus pratique aussi en termes de sécurité et de sécurisation via des plateformes comme Diversify. Donc c'est un beau projet que vous avez. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Vincent, un très très grand merci. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était un très très bon épisode, très intéressant. C'était cool de s'attaquer à des classes d'actifs dont on a moins l'occasion de parler et qui sont pour autant super intéressantes parce que il y a quand même ce côté un peu passion pour certaines personnes. Tu vois, les montres, le vin, l'art, peu importe. Et même si tu détiens pas directement le produit, bah, c'est quand même cool de s'y exposer, de se dire je détiens un millionième d'une bouteille de Romanée Conti ou je sais pas, ou d'une montre, une Daytona. Donc c'était très très cool, merci beaucoup. Vincent. Merci à toi Charles, et peut-être la dernière question que je Ouais. voudrais te poser et que je pose à tous mes invités sur le podcast, c'est est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast? Moi, il y a une boîte que j'aime bien. Mais pas trop. Si, non, je réfléchis. Non, j'ai une boîte que j'aime bien et qui nous inspire un peu, sur certains, en tout cas sur certains sujets, qui s'appelle Royalties. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, ouais. Donc, il s'appelle Christophe Vattier, le fondateur, enfin le CEO en tout cas, mais fondateur. Et c'est une boîte qui est assez sympa parce qu'elle... donc on est toujours sur de l'investissement alternatif, pour le coup. Et en fait, c'est une boîte qui va signer... Je le pitch beaucoup moins bien que lui, mais en fait, qui va signer des contrats avec des stars, des célébrités. Donc je crois qu'ils ont un deal avec plein de tennisman, vraiment de premier plan, des footballeurs, etc. Et ils vont créer un contrat sur 10 ans en disant, bah voilà, tes revenus projetés, c'est à peu près ça. Donc aujourd'hui, on va émettre 10% de tes revenus futurs sur une plateforme qui s'appelle Royalties et on va le commercialiser au plus grand nombre. Et donc son idée, en fait, à terme, c'est de coter un peu tout le monde, parce que demain, il pourrait coter des entrepreneurs, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un marché, entre guillemets, des talents. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez super intéressant. Ce qui est assez disruptif et ça marche très bien. Et alors, après sur le modèle technique, enfin juridico-technique, je suis pas expert de ce qu'ils font. En revanche, sur la proposition de valeur, je trouve ça assez marrant. Très très marrant, très sympa. Donc c'est pour des personnalités, des personnes un peu connues. Ouais, ils ont Antoine Dupont, ils ont Dimitri Daniil Medvedev sur le tennis. Ils ont, je sais pas, ils ont des gens. Et je crois que Cyril Hanouna a signé aussi récemment un deal avec eux. Donc non, je pense que c'est un épisode qui peut être sympa. Ok, super intéressant. Bah écoute, je compte. C'est Vincent, tu m'as dit? Il y a Christophe Vattier. Christophe Vattier. Ok, bah écoute, peut-être que je recevrai Christophe. Tu nous mettras, si tu le connais toi personnellement? Ouais, je peux te donner ses coordonnées. Bah, écoute, on en reparlera en off alors. Ça roule. Encore un grand merci Vincent. Charles, à très vite. Peut-être à une prochaine fois sur le Grand Bain. Salut. Félicitations pour être arrivé au bout de cet épisode. S'il vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver en description, dans le premier lien, ma formation offerte. Elle vous permettra de construire votre stratégie d'investissement optimisée, personnalisée et surtout passive. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.